Dans mon bulletin, fait documents, je m'intéresse plutôt aux personnes. Et dans cette affaire Cahuzac, c'est absolument extraordinaire. Vous avez l'avocate de la femme de l'épouse de Cahuzac, qui est la sœur de Jean-François Copé. Vous avez le nouvel avocat, Jean Veil, Oui. qui est apparu Qui est l'avocat de hier, Chirac. qui est le fils de Simone Veil, Oui. qui est Et d'Antoine l'avocat, Veil. Oui. mais qui est aussi l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Et dans qui a été l'avocat de Jacques Chirac. Oui, oui, mais qui est l'actuel avocat de Dominique Strauss-Kahn dans ses affaires de mœurs. Bon, vous avez toute une série de personnages comme ça qui apparaît, et c'est vrai qu'on a l'impression de ce que vous appelez cette super classe mondialisée, avec ces gens qui évidemment ont des revenus très importants, se retrouvent dans les mêmes endroits, placent leur argent dans les mêmes endroits, etc. Le conseiller financier de Cahuzac, qui est un banquier qui s'appelle Dreyfus, qui travaille avec la Suisse, etc., est un ami personnel de Carla Bruni et un des conseillers financiers de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que dans cette affaire, il y a d'autres affaires qui vont ressortir. Mais en plus, on va pas tarder à nous rappeler qu'un des grands chargés de clientèle était le fils Fillon à la banque UBS, et que donc, Voilà. on Je n'a pense pas qu'il pu va y avoir tirer la pelote. Voilà. Et c'est vrai que pendant un certain temps, ça avait pas été, ce genre d'affaires avait plutôt tendance à être, vous voyez, on voyait Éric Voert qui avait soutenu Cahuzac. C'était très très intéressant, il lui avait apporté son soutien, alors que théoriquement ils étaient de partis opposés, mais ils avaient occupé le même type de poste. Il pouvait se sentir dans des circonstances proches. Oui, c'est exactement ce que je dis. Absolument, Voilà. oui. Et Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même le même avocat. Oui. Alors évidemment, on peut dire qu'il est spécialisé dans le genre d'affaires politico-financières. Je pense qu'il doit falloir aussi des revenus sacrément importants pour faire appel à ses services, revenus qu'on peut pas détenir normalement avec un mandat parlementaire et un mandat de maire, qui sont des revenus qui sont pas négligeables, mais qui ne permettent pas de se payer des avocats de ce calibre. Ça, c'est un autre élément de réflexion. Un des éléments qui a apporté quand même, c'est qu'il a effectivement déclaré que les 600 000 euros n'avaient jamais été déclarés où que ce soit. Il l'a dit quand même, il l'a indiqué souvent. Donc évidemment, bien sûr, ça vient des laboratoires pharmaceutiques qui l'ont fait des virements à l'étranger pour ces conseils. Mais il y en a beaucoup d'autres. Si on cherchait, je ne vais pas en parler trop ce soir. Alors, un certain nombre d'anciens ministres qui travaillent, en particulier pour les laboratoires pharmaceutiques, d'anciens ministres, il y en a beaucoup. Accessoirement, quand même, on pourrait noter qu'il était au cabinet de Evin, qui, si mes souvenirs sont exacts, était un élu de Loire-Atlantique. Comme l'actuel Premier ministre. Voilà. Oui, je dirais au passage, chacun sait que les ministres ont signé des feuilles de patrimoine et ces déclarations de patrimoine qui étaient disponibles sur le site de Matignon. Dès que Cahuzac a démissionné, on l'a retiré. Sur le thème, il ne fait plus partie du gouvernement, donc il n'y a plus de raison qu'elle y figure, alors que c'était le seul moment où c'était intéressant de la relire, parce qu'on oublie que derrière la fraude fiscale, il y a aussi un faux en écriture. Je veux dire. Mais on voit qu'on est là aussi très loin de ce qui se pratique notamment aux États-Unis, et je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire au-delà de la déclaration de patrimoine, dont on aperçoit qu'en plus elle est sur l'honneur, elle ne fait même pas l'objet de vérification, on n'a pas l'essentiel des CV des personnes. On sait que dans le cadre d'Usine Bachot, il y a eu aussi une activité pour des laboratoires pharmaceutiques. C'est quand même dommage qu'on ait l'impression de toujours découvrir les choses a posteriori, au lieu de dire dès le début, voilà mon CV, les choses sont claires, tout le monde est informé, s'il y a un conflit d'intérêts, on le traite en amont et pas à faire le pompier en permanence avec des agents de communication de crise qui s'enrichissent sur le thème. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir dire que finalement on change radicalement d'avis et de position, et comment on va pouvoir le dire? Oui, parce qu'il y a indépendamment effectivement des avocats, il y a aussi les communicants de crise qui sont aussi des gens très chers. Oui, absolument. Un des exemples Ce qui m'amuse, parce que personnellement j'ai quand même géré quelques crises dans ma vie, mais je n'ai jamais apporté des factures, ramassé des factures correspondantes à l'ampleur des crises. Et sans cellule de soutien psychologique. Ah ben non, ça alors ça c'est non, ça j'allais tenir une non, c'est pitoyable d'avoir besoin d'une cellule de soutien psychologique quand on a un petit souci. Un des éléments qui pourrait parfaitement, dans le cadre de cette espèce de transparence qui est exigée aujourd'hui par l'ensemble des parlementaires et par Pierre Moscovici cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est ne serait-ce que la déclaration de fortune de François Hollande qui est absolument grotesque. Puisque sa déclaration de fortune se fonde sur la déclaration pour l'ISF. Donc, un certain nombre d'éléments
qui ne rentrent pas dans l'impôt sur la fortune, notamment un certain nombre de donations qui sont différées, les objets d'art, toute une série de choses comme ça, ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine, alors que la déclaration de patrimoine n'a rien à voir avec la déclaration ISF. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même, puisqu'elle a un élément qui figure sur le bloc de l'Élysée, nous avons une première dame de France, qui est sa concubine, ou je sais pas ce qu'on appellera. En tout cas, c'est pas une épouse morganatique. Et c'est quelqu'un, donc, on peut considérer qu'ils vivent ensemble. Donc, ils devraient faire une déclaration de patrimoine commun. C'est des éléments qui ne sont jamais abordés par aucun média. Voilà. Enfin, c'est juste un avis. Et les grandes déclarations, effectivement, qu'on a eues cet après-midi de Pierre Moscovici, avec des choses qui sont quand même, moi, que je trouve scandaleux. Il a été indiqué qu'à cause de M. Cahuzac, l'ensemble du patrimoine de tous les ministres avait été examiné, et que les déclarations fiscales de Cahuzac avaient été revues sur 20 ans. Enfin, je veux dire, on a l'impression bientôt de se trouver dans les crimes contre l'humanité, quoi. On remonte à 70 ans en arrière pour condamner les gens, vous voyez. 20 ans de déclaration fiscale, enfin c'est grotesque, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est on découvre dans ce jour-là, personne ne savait qu'il y avait eu une espèce d'examen fiscal dans une obscure cellule du ministère des Finances. Mais je crois que je pense que ça se fait traditionnellement, ça. Oui, mais ils ont dit qu'à cette occasion-là, qu'à l'arrivée des ministres, il y a une cellule du ministère des Finances qui regarde ça. Je crois que c'est assez habituel. Ils ont dit qu'à l'occasion de Cahuzac, là, donc entre décembre et avril, ils avaient examiné la situation de tous les ministres. Oui, mais ça à mon avis, c'est fait de manière assez régulière. Je voudrais juste rebondir sur une chose que vous venez de dire, c'est qu'on peut, quand on est journaliste, oublier, soi-disant, d'enquêter sur un sujet ou de poser la question, comme la déclaration commune pour vie commune, ce qui est évidemment une bonne question. Mais en plus, quand les gens disent des choses qui sont contestables ou discutables, ils pourraient au moins poser quelques questions. Quand Valérie Trierweiler explique qu'elle doit garder un emploi salarié comme journaliste parce qu'elle doit nourrir ses enfants, il y en a pas un pour dire attendez, vos enfants ils ont quoi, entre 20 et 30 ans? Est-ce qu'on a l'impression de nous parler de la mère qui donne le sein et à qui on va empêcher de pas pouvoir nourrir ses enfants? Je veux dire, on est là aussi. Mais là, parce qu'elle est dans l'émotionnel. Oui, mais on a d'un côté des gens qui ont une communication hyper maîtrisée, contrôlée et qui font pleurer Margot, et de l'autre côté des journalistes qui sont juste à tendre des micros, à photocopier des dépêches AFP, qui n'ont plus aucun esprit critique, aucune réaction de bon sens, et qui disent ah bah oui c'est vrai, il faut bien qu'elle nourrisse ses enfants. Alors là je vais en profiter d'ailleurs pour donner une précision qui n'est sortie nulle part, mais que étant journaliste, on va pour une fois, ça m'a permis d'avoir quelques informations. Il se trouve que Valérie Trierweiler, vous ne verrez jamais la photo de ses enfants, puisque c'est leur père qui s'en occupe. Elle ne s'est jamais occupée de ses enfants, c'est le père qui s'en est occupé. C'est très simple. Mon père. Bon, non, mais donc elle a quand même un certain culot d'expliquer qu'il faut qu'elle continue à travailler pour pouvoir nourrir ses enfants, puisque ce sont leur père, monsieur Trierweiler, d'ailleurs. Peut-être qu'elle verse une pension alimentaire à monsieur Trierweiler. Qui travaille à Paris Match, et c'est une notoriété publique que c'est lui qui s'occupe des enfants, puisqu'il y avait même certains moments où les enfants venaient à Paris Match le soir quand il n'arrivait pas à les faire garder. Donc je trouve qu'elle a un culot absolument extraordinaire. Voilà, bon. Alors on va passer... Mais le tort est-il aux gens qui ont du culot ou à ceux qui leur permettent d'avoir ce culot? Oui, voilà. Oui. Je pense que ce que vous avez dit est très juste. C'est l'absence de toute réaction critique des journalistes, en tout cas vis-à-vis des puissants et des gens établis, puisque pour les dissidents, là, ils savent faire preuve... Comme dirait Coluche, tant que je gagne, je joue. Voilà, d'une autre attitude. Ils savent adopter une autre attitude. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ce sont des sujets, en effet, qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà. De toute façon, c'est pas grave, puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas.